Bonjour, voici la petite capsule d'information qui traite des, des frais de scolarité et le fait d'être aux études. Donc, ce qu'on aborde dans cette capsule-ci, différents sujets, principalement les frais de scolarité qui ont été versés, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, soit pour le crédit d'impôt pour frais de scolarité qui existe, est-ce que c'est possible de transférer ce crédit-là à quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux le reporter dans une autre année si j'en ai pas besoin? Puis, on va glisser un mot sur le crédit canadien pour la formation. Deuxième volet, les intérêts qu'une personne va avoir payés sur un prêt étudiant. Est-ce qu'il est possible de réclamer un crédit, de demander un crédit dans notre déclaration de revenus? Deuxième volet. Et finalement, peut-être en rafale, différents thèmes entourant les frais de scolarité qui sont pertinents d'aborder. Par exemple, dans notre déclaration de revenus au Québec, euh, il est possible pour un enfant majeur aux études postsecondaires de transférer un montant qui servira comme économie d'impôt pour, par exemple, un parent. Donc, on va voir ce crédit-là. On va parler du fait d'être aux études et le droit de réclamer la prime au travail ou l'allocation canadienne pour les travailleurs. On va aborder les frais médicaux lorsqu'ils sont payés par un étudiant, par exemple, au cégep ou à l'université, un étudiant majeur. La prime à la Régie d'assurance maladie du Québec, quand est-ce que, souvent, il y a des exemptions lorsqu'on est un étudiant, par exemple, à temps plein, entre 18 et 25 ans, on n'aurait pas à payer de régime de couverture au niveau du régime d'assurance médicaments du Québec. On va traiter d'une petite particularité à cet effet-là. Le régime d'encouragement à l'éducation permanente, c'est une situation moins fréquente, mais quand même qui peut trouver application. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait avec les bourses d'études et les subventions de recherche s'il y a lieu? Sans plus tarder, allons-y avec notre crédit d'impôt pour frais de scolarité. Autant dans notre déclaration de revenus fédérale que Québec, il est possible de réclamer un crédit d'impôt, de demander un crédit d'impôt pour les frais de scolarité qu'on va avoir payés. Je vous mets en garde, évidemment, ici, on parle de frais de scolarité qui vont avoir été payés pour des études postsecondaires. On ne vise pas, par exemple, si, comme parent, j'aurais payé des frais de scolarité pour mon enfant parce que mon enfant qui est au primaire, cet enfant-là va à l'école privée, par exemple. Okay? C'est pas de ça dont je parle. Le crédit pour frais de scolarité ici va viser les études, les maisons d'enseignement, je dirais, plus au niveau supérieur, c'est-à-dire cégep, université ou certains programmes au terme des études secondaires. Donc, qu'est-ce qui peut entrer dans le crédit pour frais de scolarité ou qu'est-ce qui peut faire partie du crédit pour frais de scolarité? Évidemment, on a une série de frais qui sont admissibles et généralement, ce n'est pas tant ça qui cause un enjeu puisque l'institution d'enseignement nous fournit un reçu quand on a payé différents frais durant l'année et on reçoit le reçu, l'attestation de l'université ou du cégep ou peu importe de l'institution. Et là, on dit, bah, OK, ces frais-là seront admissibles. Le ménage est déjà fait, le partage est déjà fait. Mais quand même, en rafale, allons-y, mentionnons ce qui pourrait être considéré comme étant des frais de scolarité. Et je n'ai pas mis là la totalité des frais, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Donc, ça pourrait être des frais de demande d'admission lorsque finalement l'étudiant s'inscrit au programme, les frais d'utilisation de la bibliothèque, d'un laboratoire vont faire partie des frais de scolarité, des frais d'examen qui font partie d'un programme d'études, intéressant aussi, les cotisations d'un membre ou les frais de participation à des séminaires qui sont expressément liés à un programme d'études et à son administration, des frais de services informatiques obligatoires et les droits, par exemple, universitaires qui vont avoir été versés pour les cours, finalement. Ce qui ne fait pas partie des frais de scolarité, et c'est plus souvent ça qu'on rencontre, les gens nous demandent, ben,
Moi, j'ai payé du stationnement, par exemple, à l'université. Est-ce que je peux réclamer ça, demander ça à titre de frais de scolarité? Bien, la réponse, c'est non. La même chose pour les frais de transport. J'habite en résidence. Est-ce que je pourrais dire que parce que j'étudie à l'université, par exemple à l'université de Sherbrooke, est-ce que je peux réclamer ces frais-là à titre de frais de scolarité? C'est non. J'ai dû m'acheter un ordinateur, un microscope. C'est rien de ça qui est considéré comme étant des frais de scolarité. J'ai eu une pénalité parce que je me suis retirée du programme trop tard. Ce n'est pas des frais de scolarité. J'ai acheté des livres, des livres qui font partie que, par exemple, à titre d'enseignant, je demande à mes étudiants d'acheter des manuels pour suivre le cours. Ce ne sont pas des frais qui sont admissibles. Bon, il y a comme une exception, là, si c'est des livres ou du matériel qui sont compris dans le coût d'un cours par correspondance, ça serait admissible. Et les frais, par exemple, qui vont avoir été payés pour le compte d'un particulier ou qui vont avoir été remboursés par l'employeur. OK? Et donc, l'employeur a payé, par exemple, les frais de scolarité et l'employeur n'a pas considéré ça comme étant un avantage imposable, il n'a pas inclus dans le revenu d'emploi de l'employé. Ben, si ça m'a coûté, je ne sais pas moi, 1 000 de frais et que mon employeur me les a remboursés, bien évidemment, je ne pourrais pas réclamer, moi, aucun montant au titre pour frais de scolarité, puisqu'en bout de ligne, c'est mon employeur qui a payé mes frais de scolarité. Donc, même si vous recevez une attestation de l'université qui dit que vous avez eu tant de frais de scolarité, eh bien, si votre employeur vous a remboursé et que ça ne fait pas partie de votre revenu d'emploi, vous ne pourrez pas demander ces frais-là aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité. Disons que vous avez droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité à l'égard des frais que vous avez payés. Et là, on dit, ce crédit-là, il peut être transférable, il peut être transféré à quelqu'un d'autre. Donc, sachez que les frais de scolarité appartiennent d'abord à l'étudiant, que ce soit le parent qui a payé les frais de scolarité ou quelqu'un d'autre, ou encore l'étudiant lui-même. La première personne qui peut demander le crédit d'impôt pour frais de scolarité, c'est l'étudiant. Si l'étudiant n'a pas suffisamment de revenus pour avoir de l'impôt à payer, donc si je n'ai pas besoin de mon crédit d'impôt pour frais de scolarité pour venir annuler mes impôts, bien à ce moment-là, j'aurai deux choix comme étudiant. Soit que je pourrais transférer le crédit à quelqu'un d'autre, on verra c'est qui le quelqu'un d'autre, ou bien je pourrais les reporter dans une autre année. C'est les deux choix qui s'offrent à moi comme étudiant. Voyons d'abord le transfert du crédit. Moi, je suis étudiant, je n'ai pas le droit au crédit ou j'y ai droit en partie, mais rendons ça simple, je n'y ai pas droit, j'en ai pas besoin pour réduire mes impôts à zéro cette année. J'ai déjà pas d'impôts. Je dis, OK, je pourrais transférer. À qui je pourrais transférer? Au fédéral, on dit, tu peux transférer à ton conjoint, à tes parents ou à tes grands-parents. Au Québec, le transfert se fait aux parents et aux grands-parents. Il n'y a pas de transfert direct qui se fait au conjoint, mais on a un mécanisme de transfert de crédit qui existe entre conjoints et donc par la bande, ça deviendra transférable à notre conjoint, mais par un mécanisme différent. Donc, je peux transférer à une de ces personnes-là et une seule personne. Et ce que je peux transférer, c'est les frais de scolarité de l'année. Okay? Donc, cette année, par exemple, j'ai payé 3 000 de frais de scolarité. Si moi, j'en ai pas besoin, je pourrais soit le reporter dans le futur ou le transférer à une des personnes mentionnées. Le maximum qui peut être transféré, le montant est différent. Au fédéral, on nous dit c'est 5 000 moins le montant que l'étudiant a demandé dans l'année à titre de frais de scolarité. Donc, si moi, Chantal, j'ai besoin de 1 000 de frais de scolarité pour annuler mon impôt cette année, bien, le montant maximum que je pourrais transférer, disons que j'en avais payé 6 000 de frais de scolarité,
On nous dit non, non, le maximum que tu peux transférer, c'est 5 000, moins le montant que toi, tu as eu besoin pour annuler tes impôts, c'est-à-dire, par exemple, 1 000 bien, à ce moment-là, je pourrais transférer 4 000 à mon parent. L'excédent va devenir reportable dans une autre année. Au Québec, il est possible de transférer 8 des frais de scolarité admissibles. Et là, il n'y a pas de limite. On ne retrouve pas ce 5 000 $-là comme on a au fédéral. Donc, c'est 8 des frais qui peuvent être transférés à une des personnes mentionnées précédemment. Si, au lieu de transférer, je choisis de reporter le crédit, ce que ça voudrait dire, c'est que ce crédit-là, qui n'a pas été utilisé ni transféré à quelqu'un d'autre, cette portion-là du crédit, je pourrais la reporter dans une autre année. Dans quelle année? C'est dans les années à venir, donc pas dans le passé, mais dans les années à venir, sur une période indéfinie. Mais évidemment, c'est une période indéfinie, mais la journée où j'aurai des impôts à payer, c'est là que je vais utiliser le crédit. Je ne vais pas la reporter pour le plaisir. OK? Sachez que le montant que l'étudiant a à reporter à la fin d'une année apparaît généralement sur l'avis de cotisation qu'on reçoit, par exemple, autant du fédéral que du Québec. Donc, ça nous permet de faire un bon suivi. Et j'ai un petit conseil d'amis. Gardez ces avis de cotisation-là lorsque vous avez produit une déclaration de revenus parce qu'il y a quand même de l'information pertinente qui y apparaît. Et apportez-la à la personne qui fera votre rapport d'impôt, votre déclaration de revenus, vos déclarations de revenus la prochaine année. Donc, autant au fédéral qu'au Québec. Une question qu'on se fait souvent poser, c'est est-ce que c'est mieux que ce soit l'étudiant qui réclame le crédit pour frais de scolarité, qui demande le crédit pour frais de scolarité, ou c'est mieux que ce soit, par exemple, son parent? Il faut savoir qu'un crédit d'impôt, c'est un pourcentage qui est accordé par le gouvernement. Par exemple, en 2025, le taux du crédit au fédéral, c'est 14,5 il sera de 14 en 2026, mais c'est 14,5 d'un montant. Donc, des frais de scolarité qu'on veut transférer ou reporter. Donc, la valeur de l'économie d'impôt, elle sera la même, peu importe que ce soit l'étudiant qui réclame ses frais de scolarité ou que ce soit son parent. Évidemment, si l'étudiant n'a pas cette année d'impôt à payer, ben, son économie d'impôt, il ne l'aura pas cette année, mais il l'aura éventuellement dans l'année où il pourra utiliser le crédit. Donc, le montant d'économie d'impôt qu'on va recevoir, qui va être applicable, sera donc le même, que ce soit pour le parent ou que ce soit pour l'enfant. C'est le moment dans le temps qui va être différent. Si c'est mon parent, si je transfère à mon parent cette année mon crédit pour frais de scolarité, ben, mon parent va avoir cette économie d'impôt-là maintenant, alors que si ça avait été moi, c'est peut-être dans 2-3 ans que j'aurais eu le crédit. Mais le parent n'a pas plus d'économie d'impôt que l'enfant aura éventuellement. Un mot sur le Crédit canadien pour la formation. Ça, c'est un crédit qui est applicable au fédéral depuis 2019. Ce crédit canadien à la formation-là, pour y avoir droit, bien, le particulier doit résider au Canada tout au long de l'année d'imposition. Il doit faire une déclaration de revenus dans l'année en cause. Quels sont les frais de scolarité qui me donnent le droit de demander le Crédit canadien pour la formation? Eh bien, ce sont les mêmes frais que ce qu'on a vu précédemment. OK? C'est juste qu'il faut absolument que les établissements soient situés au Canada. Les établissements qui sont situés à l'extérieur du Canada ne seront pas admissibles aux fins de ce crédit-là. Quel montant de crédit j'ai droit? Donc, on a une petite formule à appliquer. Au titre du Crédit canadien pour la formation, on nous dit c'est le moindre de le plafond du Crédit canadien pour la formation applicable aux particuliers dans l'année,
On verra, là, on accumule un montant à chaque année au fin de ce crédit-là. Je vais en parler à la diapo suivante. Ou encore 50 des frais de scolarité admissibles que je vais avoir payés dans l'année. Donc, c'est intéressant, on parle de 50 Si je réclame un crédit canadien pour la formation, bien, il faut comprendre que c'est mes frais. Par exemple, j'ai payé des frais à l'université. Ces mêmes frais-là me donneraient droit au crédit pour frais de scolarité. Ils me donneraient droit au crédit canadien pour la formation. Bon, évidemment, ils ne seront pas admissibles. Les lois fiscales sont assez logiques. On ne pourra pas doubler l'économie d'impôt associée aux mêmes frais. Donc, on vient dire, ben, la partie des frais de scolarité qui vont avoir été remboursés par l'intermédiaire du Crédit canadien pour la formation, ben, cette partie-là ne pourra pas être considérée comme étant des dépenses à utiliser aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité. Il faut juste comprendre cette logique-là. Par contre, la partie non remboursée par le Crédit canadien pour la formation va pouvoir faire partie du crédit pour frais de scolarité. À cet égard-là, si vous êtes intéressé, dans le guide des mesures fiscales qu'on a à la Chambre de recherche, présente une fiche sur le Crédit canadien pour la formation et il présente un exemple d'application. Je vous encourage, si vous avez une situation comparable, ben, allez lire, il y a des exemples qui sont faits à cet égard-là. Je vous disais tantôt, pour réclamer le Crédit canadien pour la formation, c'est le moindre du plafond du crédit pour le particulier ou 50 des frais admissibles payés. Ben, ce fameux plafond-là, il est de combien? En fait, les particuliers qui remplissent les conditions vont se voir accumuler un montant de 250 à chaque année jusqu'à concurrence de 5 000 durant la vie entière. Pour accumuler ce plafond-là, il faut être âgé d'au moins 26 ans, mais moins de 66 à la fin de l'année. Donc, les jeunes étudiants à l'université de 18, 19, 20, 21 ans, eux autres, ils n'ont pas droit au Crédit canadien pour la formation. Fait assurément, ils vont aller vers le crédit d'impôt pour frais de scolarité à l'égard des frais qu'ils vont avoir payés. En fait, le Crédit canadien pour la formation, lorsqu'il a été introduit, c'était beaucoup pour faire réfléchir ou pour pouvoir permettre aux gens qui étaient en réflexion de carrière, dire est-ce que je devrais retourner suivre de la formation? Donc, on parle de quelqu'un qui était un peu plus avancé en âge. D'où l'idée d'avoir mis ça à 26 ans. Pour avoir le droit au crédit, je reprends mes conditions. Pour avoir le droit au Crédit canadien à la formation, d'abord, je dois être au moins âgé de 26 ans, mais moins de 66 à la fin de l'année. Je dois avoir produit ma déclaration de revenus dans l'année d'imposition précédente. Je dois être un résident canadien tout au long de l'année précédente. Et là, il y a des limites aussi, il y a des seuils de revenus de travail minimal à rencontrer. Donc, on dit ici, vous avez un revenu de travail supérieur au seuil minimal qui avait été fixé l'année précédente, soit un revenu d'emploi, un revenu d'entreprise, ou encore des prestations qui viennent d'un congé de maternité ou parental. Et votre revenu net pour l'année précédente n'excède pas, et pas plus grand que, la limite supérieure de la troisième tranche d'imposition pour cette année-là. Ici, on ne mentionne pas les différents montants. Question d'aller voir quels sont ces fameux plafonds-là pour chacune des années. Donc, essentiellement, le fameux plafond, il n'est pas accordé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas accordé à tout le monde. Ça dépend de l'âge et ça dépend du niveau de revenu. C'est à peu près ça que j'ai envie de vous dire. Où on peut trouver de l'information à l'égard des frais de scolarité? Bien, dans le guide des mesures fiscales de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, on a 2 fiches qui abordent le sujet, le crédit d'impôt pour frais de scolarité et le crédit canadien pour la formation. Vous avez des explications et des exemples que vous pouvez trouver là. Ensuite, sur le site du gouvernement fédéral,
On a déduction et crédit d'impôt pour l'éducation. On a un guide, le P105, et toujours le fameux folio qui donne davantage d'explications et qu'on trouve aussi sans problème sur le site de l'Agence du revenu du Canada, le folio S1F2C2 qui porte sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité. Au fin du Québec, on dit, sur le site web de Revenu Québec, on va voir à la ligne 398, où on aborde le crédit d'impôt pour frais de scolarité ou d'examen, et un petit guide, le IN 112, qui traite aussi du crédit pour frais de scolarité ou d'examen. Passons aux intérêts qu'on a payés sur un prêt étudiant. Donc, ici, on parle d'un crédit d'impôt non remboursable. Ce crédit-là, il est reportable, mais il est reportable dans une autre année, mais il n'est pas transférable à quelqu'un d'autre. Donc, il appartient à l'étudiant. On aura le droit à notre crédit d'impôt pour les intérêts qu'on va avoir payés sur un prêt étudiant. Au titre des intérêts, évidemment, c'est pas tous les prêts, c'est ce que je voulais mentionner. C'est pas tous les prêts étudiants qui vont donner droit au crédit d'impôt pour prêt étudiant. OK? Il faut que ce soit un prêt pour les études qui a été consenti au terme d'une loi fédérale ou encore au terme d'une loi provinciale. Donc, sur l'aide financière, aux étudiants, sur la loi fédérale sur le prêt étudiant, les prêts pour les apprentis, tout ça sont des prêts admissibles. Mais par exemple, j'aurais, à titre d'étudiant, j'aurais une marge de crédit étudiante. Ben, les intérêts que j'aurais payés sur ma marge de crédit étudiante, ça, ce ne sera pas des frais qui vont être admissibles aux fins du crédit d'impôt pour les intérêts payés sur des prêts étudiants. Ou on demande ça dans notre déclaration d'impôt fédérale, c'est à la ligne 31 900. Le taux du crédit pour l'année 2025, c'est 14,5 au fédéral et 14 en 2026. Et c'est reportable, ces crédits-là, quand on dit ils ne sont pas transférables, mais ils sont reportables dans une autre année. Et ma période de report, elle est toujours vers le futur et elle est maximum de 5 ans. Ça, c'est au fédéral. Au Québec, le taux du crédit qu'on vous accorde est un peu plus grand, il est de 20 et la période de report, si je n'ai pas pu déduire mes intérêts payés sur les prêts étudiants cette année, parce que je n'ai pas suffisamment d'impôts à payer, on nous dit tu pourras réclamer un crédit de 20 des frais, des frais d'intérêt payés sur tes prêts étudiants pour une période indéfinie. Donc, la limite ne s'arrête pas à 5 ans. Vous avez ici des endroits où vous pouvez avoir de l'information sur les intérêts payés sur prêts étudiants. Je ne renomme pas le tout, mais à vous de pouvoir consulter ces endroits-là. Quelques autres éléments que je juge important d'aborder en lien avec les frais de scolarité. Le premier élément, c'est qu'on appelle un crédit qui est accordé dans la déclaration d'impôt du Québec, qui s'appelle le montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires au Québec. Donc, disons que j'ai un enfant majeur, 18 ans et plus, évidemment, cet enfant-là peut transférer à son parent un montant à titre de la contribution parentale reconnue. Okay? Ce montant-là dépend du nombre de sessions où il a été aux études à temps complet durant l'année. Okay? Donc, ça n'a pas lieu, on ne considère pas quels sont les frais de scolarité payés. C'est une autre chose. On dit, est-ce que ton enfant a été aux études postsecondaires ou, quand je dis postsecondaire ou à l'école secondaire, à la formation professionnelle, là, ça aussi, c'est admissible. OK? Mais à temps plein, et qui a fait au moins une session d'études, notre enfant pourrait, nous, ce qu'on dit, c'est souvent, il va être à charge dans notre déclaration d'impôt au Québec. Donc, il pourrait nous transférer
en fait, on aurait droit à un crédit relié au fait que notre enfant, il est aux études postsecondaires au Québec, mais il faut que l'enfant, finalement, complète un formulaire pour ça. Donc, je reprends les conditions. Pour que l'enfant puisse nous transférer ce montant-là, il faut qu'il soit majeur, qu'il soit aux études postsecondaires à temps plein ou encore aux études secondaires, mais à la formation professionnelle. Il doit avoir fait une session d'études et ce qui va pouvoir être transféré va être réduit du revenu de l'enfant. Si notre enfant a un revenu élevé cette année parce qu'il a travaillé l'été, etc., bien, ça se peut qu'on ne reçoive rien. Si l'enfant a eu 0 revenu, puis qu'il est, par exemple, étudiant au cégep ou à l'université, bien, s'il a eu 0 revenu, il n'y a généralement pas de souci. On va pouvoir faire un transfert et donc, dans la déclaration d'impôt du Québec du parent, il y aura une économie d'impôt associée au fait qu'on a un enfant à notre charge avec peu de revenus, un enfant majeur. Fait que le montant qui peut être transféré va être réduit du revenu de l'enfant et si on parle d'un enfant qui est majeur, 7,14 fois le crédit d'impôt solidarité que l'enfant a reçu dans l'année. Donc, si j'ai un enfant majeur, donc 18, 19 ans, et qu'il a reçu le crédit d'impôt pour solidarité durant l'année, bien à ce moment-là, le montant qui aurait été possible de réclamer va être réduit à la fois du revenu de l'enfant et de 7,14 fois le crédit d'impôt solidarité. Donc, c'est toutes des informations quand même qui sont pertinentes et qui sont à obtenir lorsque je fais la déclaration de revenus. L'enfant doit attester comme quoi il veut transférer ce montant-là à son parent. Je le répète, ce montant-là ne tient pas compte du tout des frais de scolarité. C'est deux choses. Okay? C'est oui, le fait que l'enfant soit aux études postsecondaires, mais ça ne tient pas compte des frais de scolarité qui vont avoir été payés pour cet enfant-là. Un autre petit clin d'œil, il arrive que nos étudiants, OK, on fait la déclaration d'impôt d'un étudiant et non, je vais le reprendre autrement. Disons que, prenons 2 minutes pour parler de la prime au travail et de l'allocation canadienne pour les travailleurs. Qu'est-ce que c'est que la prime au travail ou l'allocation canadienne pour les travailleurs? C'est un montant, c'est un crédit que le gouvernement accorde aux travailleurs à faible revenu. Disons ça comme ça. J'ai peu de revenus de travail, je suis majeure, etc. J'aurais le droit peut-être, selon mon niveau de revenu, de recevoir la prime au travail qui est accordée par le Québec et l'allocation canadienne pour les travailleurs qui est accordée par le fédéral. Un étudiant qui est à temps plein n'a pas droit à ces prestations-là, à moins qu'il ait un conjoint ou un enfant qui réside avec lui. Mais je vous dirais, la très grande majorité de nos étudiants à temps plein n'ont pas le droit à la prime au travail et à l'allocation canadienne pour les travailleurs. Okay? Ce qui fait qu'il arrive que je le vis un peu à l'université. Des fois, j'ai des étudiants qui préparent leur déclaration de revenus et ils omettent de mentionner qu'ils sont aux études à temps plein. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de revenus, le logiciel avec lequel ils vont utiliser, ils vont dire, OK, tu as le droit à la prime au travail ou tu as le droit à l'allocation canadienne pour les travailleurs. Alors que c'est faux. C'est des montants quand même importants, non? Donc, alors que c'est faux parce qu'on n'y a pas droit parce qu'on est aux études à temps plein. Donc, cette information-là, il ne faut pas omettre de bien saisir le tout dans notre déclaration de revenus parce que ça peut faussement donner droit à des montants. Ça va? Si je suis un étudiant à temps partiel, j'aurai droit à la prime au travail et à l'allocation canadienne pour les travailleurs, sauf si je suis dans une situation où je transfère à mon parent un montant pour enfants aux études postsecondaires. La prime annuelle, maintenant qu'on a payé à la Régie d'assurance maladie du Québec. Bon, pour votre information, la très grande majorité d'entre vous le savez, mais quand je possède une carte d'assurance maladie qui est délivrée par la Régie d'assurance maladie du Québec, bien, il est obligatoire d'avoir une couverture d'assurance médicaments. On peut avoir
habituellement, on commence par l'assurance privée. Donc, si j'ai une assurance privée au travail, je dois adhérer à cette assurance-là. Sinon, s'il n'y a pas d'assurance privée au travail, soit moi ou mon conjoint, je dois adhérer au régime public. Donc, et quand on est inscrit à la Régie d'assurance maladie du Québec via le régime public, on paye une cotisation annuelle dans notre déclaration du revenu du Québec. Il y a une exemption qui existe pour les enfants de personnes assurées par le régime public. En fait, on vient dire, si moi, le parent, je suis couvert par le régime public et que j'ai un enfant de moins de 18 ans, puis qu'on n'a pas accès au régime privé, ben l'enfant, on n'aura pas de prime à payer. Okay? Il y aura une exemption. Il y a aussi une exemption qui existe lorsque j'ai un enfant qui est âgé entre 18 et 25 ans, qui n'a pas de régime privé, qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement secondaire, collégial, universitaire, qui n'a pas de conjoint et qui demeure chez, par exemple, son parent. Donc, si j'ai un enfant, généralement, entre 18 et 25 ans, qui est aux études à temps plein, ben, il y aura une exemption. Fait que là, je vous mets en garde. Si mon enfant, il y a, je ne sais pas moi, 24 ans, mais qui est maintenant aux études à temps partiel, ben, il va devoir être couvert par le régime d'assurance médicaments du Québec. Mon exception vise mes étudiants qui sont aux études postsecondaires à temps plein, secondaire ou postsecondaire à temps plein. Un autre élément à considérer, il y a un crédit qui existe à l'égard des frais médicaux qu'on va avoir payés. On a tous le droit à ça, ce n'est pas spécifique à l'étudiant, mais il faut savoir que normalement, l'étudiant n'a pas beaucoup d'impôts à payer. Disons, je prends toujours mon étudiant à l'université, n'aura pas beaucoup d'impôts à payer, si ce n'est qu'il n'y a pas du tout d'impôts à payer parce qu'il n'a pas gagné suffisamment de revenus. Donc, pour eux, le crédit d'impôt pour frais médicaux qui existe, c'est un crédit non remboursable. Donc, l'étudiant ne peut pas en profiter. Vous devez savoir que si vous êtes dans la situation où vous avez un enfant, par exemple, qui est étudiant et qui paie lui-même ses frais médicaux, et il y a d'autres paramètres à rencontrer, là, c'est qu'il a un revenu d'emploi durant l'année, mais il pourrait avoir droit non pas au crédit d'impôt pour frais médicaux qu'on connaît habituellement, qui est un crédit non remboursable, mais il pourrait avoir droit à ce qu'on appelle le supplément remboursable pour frais médicaux, qui, lui, va être accordé, qu'il y a de l'impôt à payer ou non. À cet égard-là, je vous réfère aux fiches dans le guide des mesures fiscales qui abordent le supplément remboursable et le crédit remboursable pour frais médicaux sans faire une stratégie fiscale, mais c'est quand même important de voir que si moi, le parent, je paie des frais médicaux pour mon enfant majeur, qui est à mes charges, ben c'est moi qui va réclamer le crédit en fonction, faut que ça dépasse un certain pourcentage de son revenu, dans ma déclaration d'impôt fédéral, par exemple. Mais si c'est l'enfant lui-même, l'enfant majeur lui-même qui paye ses frais médicaux, ben peut-être que lui pourrait avoir le droit au crédit d'impôt remboursable. Fait que je vous encourage à pousser davantage cet élément-là si vous êtes dans cette situation-là. Le régime d'encouragement à l'éducation permanente, maintenant, ça permet, un peu comme le régime d'accession à la propriété, là, ça nous permet de retirer temporairement des sommes de notre REER sans avoir à payer de l'impôt immédiatement. Okay? Donc, je peux, et cet argent-là qui va être retiré de mon REER, okay, doit servir à financer mes coûts de formation et d'études ou à ceux de mon conjoint. Donc, il est possible, je déciderais, par exemple, de retourner aux études et dire, bien, tiens, je vais retirer des sommes dans mon REER. Bien, il serait possible de retirer, là, sans rentrer dans toutes les particularités, un montant maximum de 20 000, mais annuellement, je n'ai pas le droit à plus que 10 000, avec un maximum total de 20 000. Il est possible de faire ces retraits-là sur une période maximale de 4 ans dans mes REER et je devrais les rembourser
OK, sur une période de 10 ans. Évidemment, disons que j'ai retiré, je ne sais pas, moi j'ai retiré 10 000, je devrais remettre un dixième fois le 10 000 que j'ai retenu, donc 1 000 Et là, ben, évidemment, quand je retire l'argent de mon REER, je n'ai pas d'impôt à payer. Mais quand je vais remettre l'argent dans mon REER, ben, je n'aurai pas le droit à une économie d'impôt, évidemment. OK? Et si jamais je devais rembourser cette année 1 000 et que je ne le fais pas, ben là, on va ajouter le 1 000 qui n'a pas été remboursé dans mon REER dans mes revenus. Donc, ce régime-là peut être intéressant, encore une fois, lorsque quelqu'un songe à retourner aux études. Ben, vous pouvez envisager, je vous ai mentionné quelles sont les règles principales. Vous pourrez aussi voir la fiche sur le guide des mesures fiscales qui donne davantage d'explications. Les bourses d'études maintenant. Au niveau des bourses d'études, comme étudiante, si je reçois ces éléments-là, une bourse, ben, j'aurai le droit à une exemption. L'exemption va être minimalement de 500 $, mais elle peut être plus grande que ça. Si on le fait de façon simple, si je suis un étudiant à temps plein et que j'ai reçu une bourse, par exemple, de 3 000 $, ben, dans ma déclaration de revenus, vu que je suis un étudiant à temps plein, l'exemption va être de 3 000. C'est lorsque l'étudiant n'est pas à temps plein, de façon générale. Là, je parle toujours de mes étudiants, par exemple, au cégep ou à l'université. Dans ce contexte-là, ben, si je suis un étudiant, par exemple, qui est à temps partiel, ben, le montant minimal de l'exemption pour bourse va être de 500 $. Et selon le programme, l'exemption peut être un petit peu plus grande. Il y a une feuille de travail, okay, qui existe pour vous permettre de calculer quelle est l'exemption pour bourse. Elle se trouve dans le guide sur l'étudiant produit par Revenu Canada. Alors qu'au Québec, le fonctionnement est un peu différent. On dit qu'il n'y a pas d'imposition sur les bourses d'études, mais la façon de le présenter dans la déclaration de revenus, c'est qu'on met la bourse dans le calcul de notre revenu net, le montant reçu, et on prend une déduction au niveau du calcul du revenu imposable. Alors qu'au fédéral, si ma bourse elle est totalement exemptée, elle n'apparaîtra pas du tout dans ma déclaration de revenus. Le montant qu'on voit dans la déclaration de revenus au fédéral, c'est le montant qu'on a reçu moins l'exemption. Okay? Donc, au fin du Québec, il n'y aura pas d'impôt à payer sur les bourses reçues, okay? Mais ça va faire en sorte que votre revenu net va être plus grand, ce qui pourrait potentiellement affecter certains crédits d'impôt. Où pouvons-nous trouver de l'information? Bon, on vous dit ici, régime encore dans le guide des mesures fiscales, vous avez les différentes fiches qui sont présentées et pour lesquelles ça couvre les différents sujets qu'on a fait depuis le début, qu'on a traités depuis le début. On a sur le site de Revenu Canada et de Revenu Québec les différents liens possibles. Et finalement, sur les bourses, on peut trouver de l'information dans le guide de mesures fiscales, sur le site de Revenu Canada et sur le site de Revenu Québec, c'est-à-dire au niveau de Revenu Québec, l'aide financière aux études. Donc voilà pour les frais de scolarité et l'étudiant.